D'accord. Allons-y alors. Pour cette troisième sur quatre conférences que je vous ai proposées, sous le titre donc Amour, désir et jouissance. Hein. J'avais dit trois larrons en foire. Donc, enfin, ce soir, la jouissance. Donc, troisième larron. Dans la quatrième séance, on reprendra tout ça pour voir comment ça s'articule. Alors, je vais reprendre certaines choses et puis je vais en dire d'autres. Lacan nous disait, pour ceux qui ont participé à cette époque, Lacan nous disait à son séminaire que la psychanalyse avait inventé autre chose à propos de ce que l'on fait habituellement des pulsions vis-à-vis de son prochain dans le monde humain. Baiser l'autre, bouffer l'autre, tuer l'autre. C'est comme cela qu'il s'exprimait. Il y a dit aussi, dans Encore le 8 mai, l'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. Et, j'ajoute, dit Lacan, ne veulent rien en savoir de plus. J'ajoute que cela veut dire ne rien savoir du tout. 8 mai 73. Il souhaitait, Lacan, que la jouissance, il disait le champ de la jouissance, fût appelé le champ lacanien. C'était au cours de son séminaire de 1969-1970, L'envers de la psychanalyse. Au début de son enseignement et durant quand même un certain nombre d'années, Lacan, comme Freud, fait usage du terme de jouissance. Là où Freud utilise les termes de Lust ou Genuss, qui signifient et sont synonymes dans le langage courant de l'allemand de joie, plaisir, certes, mais plus encore lorsqu'il s'agit du domaine sexuel, plaisir extrême, extase, béatitude et surtout volupté, quand il faut désigner la satisfaction sexuelle proprement dite. Mais à y regarder de plus près, Freud distingue. Il utilise le mot Lust pour viser le plaisir, l'envie, le désir. Néanmoins, lorsqu'il veut souligner le caractère en quelque sorte excessif du dit plaisir, il se met à utiliser le mot Genuss, connoté alors d'une pointe d'horreur, voire de jubilation, disons morbide. Il s'agit ici en français moderne du terme qui lui est équivalent, celui de jouissance. Si on examine l'œuvre freudienne, on peut y lire que Freud n'a pas conceptualisé la jouissance. Cependant, il faut préciser, s'il ne l'a pas conceptualisé, il en a néanmoins cerné le champ à partir du moment où il repère et conçoit un au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire à partir du début des années 1920. Le champ de la jouissance se situe donc au-delà du dit principe qui règle le fonctionnement de l'appareil psychique. Le champ qu'il circonscrit est le champ dans lequel se manifestent les phénomènes répétitifs intrinsèquement liés à la pulsion de mort, Todestrip. Le plaisir qui est exprimé est un plaisir dans la douleur, soit précisément une jouissance. Lacan apportera une redéfinition de cette pulsion de mort freudienne comme étant une pulsion de jouissance et une pulsation de jouissance qui insiste. Qui insiste où? Qui insiste au moyen et dans la chaîne signifiante inconsciente. Lacan replace donc toute l'affaire de la jouissance au cœur même du champ et de la fonction de la parole et du langage. Ainsi, il en découle que le plaisir et la jouissance sont à distinguer. Ils ne sont pas du même registre. Plus même, la jouissance a une caractéristique. Elle se manifeste toujours en excès par rapport au plaisir. Cet excès confine à la douleur.
Comment faudrait-il dire au médecin que le patient, dans et de sa douleur, assez fréquemment jouit? Incompréhensible pour le médecin. Tout au plus, il accepte de croire que son patient fabule, exagère, mais qu'il jouisse, ça alors. Si la jouissance excède le plaisir, en revanche, le plaisir est une barrière contre la jouissance. Mais le plaisir a bien du mal à faire barrière lorsque l'impératif du surmoi se met en branle, qui ordonne au sujet jouis. Ainsi pourrait-on dire, la jouissance, c'est ce qui échappe au plaisir, c'est ce qui l'excède. Le plaisir, parfois donc, est excédé, au sens aussi où il n'en peut plus, par la jouissance. C'est sans doute pour cela qu'il renonce assez souvent à lui-même, en tant que plaisir. Interrogez là-dessus les obsessionnels, mais aussi bien quelques hystériques. La question à lui poser peut s'énoncer ainsi. Comment un sujet peut-il manier sa jouissance si, par définition, l'accès à la jouissance lui est rendu impossible par la loi du plaisir qui fait mur, et qu'en même temps, cette jouissance lui est interdite par la loi de la prohibition de l'inceste? Lacan va rencontrer au décours de son œuvre que pas tout est signifiant. C'est d'ailleurs ce qui l'amène à introduire la notion de jouissance en tant que concept dans son enseignement. C'est en 1950-1960, dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse, qu'il introduit le terme de jouissance, qu'il emprunte au discours juridique. Pourquoi au discours juridique? Eh bien, il faut savoir que c'est l'essence même du droit que de répartir, de distribuer et de rétribuer la jouissance. Et Lacan, sur la question, n'y va pas de main morte. Lacan dira un peu plus tard dans le séminaire de 66-67, La logique du fantasme, à la séance du 7 juin 1967, il dit « Un retour au mot lui-même de jouissance est dès lors nécessaire. Ce que permet l'appréhension lexicale, c'est en effet de voir que l'emploi du terme varie d'un versant, celui de l'étymologie, qui indique la joie, à un versant qui indique la possession, et qui suppose que jouir de est autre chose que jouir, ce qui s'exemplifie le mieux dans la jouissance d'un titre juridique ou boursier, puisque la jouissance d'un titre, c'est pouvoir le céder. Fin de citation. Nous sommes ici pour savoir que la définition juridique de la jouissance dont parle Lacan remonte, comme on l'a montré l'année dernière, par une filiation de type sémantique et étymologique relativement complexe, jusqu'à atteindre l'élaboration augustinienne dans ses textes De moribus ecclesiae, Catholicae, l'autre texte est De diversis questionibus, qu'on appelle habituellement la question 30, et De Doctrina Christiana, et enfin De Trinitate, ce qui veut dire texte de saint Augustin, père de l'Église. Il s'agit de l'élaboration du couple de l'outil et du fruit. L'usufruit, c'est le terme juridique qui réunit en un seul mot la différence qu'il y a de l'utile à la jouissance. Saint Augustin, rappelons-le, distingue deux sortes d'amour. Un amour qui jouit, fruit, de son objet, et un amour qui utilise, outil, cet objet comme moyen afin de parvenir à la jouissance d'autre chose. Jouir, fruit, est amour pour la chose elle-même, en la situant comme le but absolu, alors qu'utiliser, outil, est aimer une chose et s'en servir pour parvenir à la jouissance d'un autre objet. Mais le fruit et l'outil sont dans un rapport plus complexe, car ils se combinent selon différentes modalités, qui vont se ranger selon une échelle de valeurs. Caritas, l'amour qui est réservé à Dieu, jouit de Dieu en utilisant le monde. C'est un bon amour en tant qu'absolu qui fait un bon usage du monde.
Cupiditas, le désir sexuel en est partie prenante, jouit du monde en utilisant Dieu. C'est un mauvais amour car il fait un mauvais usage de Dieu. Augustin fait donc la distinction entre une bonne et une mauvaise jouissance en référence à la loi divine. Sans recouvrir les définitions augustiniennes dans le registre propre à la psychanalyse, Freud et Lacan font à partir de l'incidence de la loi, celle de l'interdit de l'inceste, une distinction entre une jouissance nocive, néfaste, la jouissance incestueuse, et une jouissance satisfaisante, bonne pour le sujet. Mais la psychanalyse n'est pas le champ, la discipline ou le mode des choses, le monde des choses, ni de l'être. La psychanalyse, c'est le monde du désir et de la jouissance, car c'est par leur biais que l'existence humaine prend son caractère de tragique, du tragique, prend son caractère du tragique. Réfléchissez bien, on l'a dit plus haut, que dans le désir et la jouissance, sans le désir et la jouissance, la vie et la mort n'auraient absolument aucun sens. Le désir est lié à quoi? On le sait, il est lié à la loi de l'interdiction de l'inceste. Cette loi, on peut la dire pour la psychanalyse, consubstantielle aux lois du langage. Elle interdit la jouissance au sujet parlant. Grâce à cela, le sujet peut accéder à la parole et à son usage. Mais dans le même mouvement, la jouissance ne commence à être abordable par nous, par l'être, selon le terme de Lacan, par l'être, qu'à partir du moment où nous arrivons à en parler. Et c'est précisément cela l'apport lacanien, d'en parler, d'y arriver à la faire passer dans et par la parole, la dite jouissance, eh bien, ça la modifie. Prenant la suite, prenant la suite de Freud, Lacan va se mettre à l'ouvrage afin de montrer comment s'articulent jouissance et langage, langage et jouissance. Lacan va démontrer tout au long de la deuxième partie de son enseignement que la jouissance, l'indicible, l'ineffable jouissance en tant que corporelle, procède, oui, oui, procède et s'anime de la langue, rien de moins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la jouissance avec Lacan, c'est quelque chose qui va pouvoir être, partiellement en tout cas, cerné par le discours, puisque la dite jouissance ressortit désormais avec Lacan d'une causalité signifiante. Cette causalité signifiante de la jouissance est génératrice de quelques conséquences d'importance. Avec Lacan, le champ de la jouissance se diversifie, mais se complexifie aussi. Le champ du sujet va se trouver envahi par différentes modalités d'émergence de la fameuse jouissance, qui, d'une, devient presque multiple. 4 jouissances, comme nous l'avons vu l'année dernière, semblent constituer notre héritage lacanien aujourd'hui. Rappelons et résumons ici ce que nous avons déjà énoncé l'année dernière. Premièrement, la jouissance de l'autre, grand A, que Lacan écrit J, facteur de grand A. Quel est ici cet autre, grand A? Cet autre, par exemple, c'est l'autre en tant qu'il intervient par son corps propre. C'est le corps propre de l'autre qui est impliqué dans cette première jouissance. Deuxièmement, la jouissance phallique, que Lacan écrit J, facteur de phi, entre parenthèses. Cette jouissance, c'est très clair, c'est peut-être même la plus claire, c'est la jouissance liée directement, chevillée même au langage. C'est la jouissance du signifiant, des effets de sens du signifiant. Troisièmement, la jouissance attenante à l'objet petit a, cause du désir, comme Lacan l'appelle dans la première partie de son œuvre. On sait que c'est l'opération signifiante qui produit cet objet petit a. Mais ce que l'on sait en même temps, c'est que cet objet petit a échappe néanmoins à la prise de la dite opération. Il en reste un reste, précisément un reste de jouissance,
un reste de l'opération de division subjective que Lacan appelle ici objet petit a. Cette jouissance porte au-delà le nom de l'objet petit a, le nom que Lacan lui donne dans la deuxième partie de son enseignement, celui de plus de jouir. 4. Enfin, une quatrième jouissance est repérable, c'est la jouissance spécifiquement féminine. En quoi est-elle spécifiée plus qu'elle ne saurait être spécifique? Puisque tout aussi bien Lacan laisse entendre que certains hommes, génétiquement, anatomiquement et physiologiquement hommes, en tout cas, puissent aussi en être le siège, les mystiques par exemple. Elle est spécifiée d'être située au-delà, ce fameux terme de Freud, Jensetz, Jensetz des sous-principes, au-delà du principe de plaisir, d'être située au-delà du phallus. Elle est située au-delà du phallus, mais une deuxième caractéristique la définit. C'est une jouissance que Lacan appelle supplémentaire. Pourquoi? Réponse, parce que cette jouissance est hors procès de la signifiance. Elle est bien au-delà du phallus, hors du règne du signifiant. Il ne reste pas moins vrai, mais à entendre sur un autre plan, plus général, le plan du sexuel de la différence sexuelle, que Lacan distingue les deux jouissances que sont la jouissance masculine et la jouissance féminine. Elles ne s'entrecroisent pas entre elles. Elles n'ont en fait à ses yeux, ou plutôt à ses oreilles, aucune commune mesure. C'est alors ici le sens où il faut entendre l'aphorisme lacanien « il n'y a pas de rapport sexuel ». Et ces différentes modalités de la jouissance conduiront Lacan à produire une nouvelle théorie de la jouissance sexuelle, centrée toujours sur une élaboration de la présence ou de l'absence, ou encore de l'au-delà du phallus, jusqu'à en faire tableau. C'est le fameux tableau de la page 73 du séminaire Encore au Seuil, dit tableau des compteurs de la sexuation. La théorie de la jouissance que Lacan introduit dans le champ, disons, freudien est nouvelle. Elle a porté à conséquence, pour les lacaniens, dans plusieurs secteurs. D'abord dans celui de la praxis analytique, c'est-à-dire la manière symbolique avec laquelle traiter du réel. Le distinguo lacanien des jouissances permet d'entendre la polyphonie de celle-ci un peu mieux qu'avec Freud. Mais elle a eu aussi des répercussions sur la fin de cure concernant la constitution avec l'objet petit a et la traversée du fantasme, la chute de l'objet petit a et l'effectuation toujours plus délicate que prévue du transfert. Des répercussions donc sur la question de la castration. Des conséquences encore, enfin, sur ce qu'il en serait pour la psychanalyse d'une éthique qui ne tiendrait plus, c'est le moins qu'on puisse attendre pour une telle discipline, unique en son genre, ce qui ne l'apparente alors plus en rien à une science dite humaine, qui ne tiendrait plus donc à des idéaux, mais à la jouissance, une jouissance spécifique du sujet dont le désir, nous y revenons, est corrélé à la loi. Entendez toujours à la loi de l'inceste, la prohibition de l'inceste qui fonde universellement nos sociétés. Cette loi de l'inceste, la prohibition de l'inceste, qui rend nos sociétés possibles, sinon vivables. Vous savez quelle serait cette éthique de la psychanalyse pour Lacan? Vous savez quelle serait donc, il l'a appelée une éthique, non pas du bien ou des biens, là on est encore dans Aristote, mais du bien dire, une éthique du bien dire, c'est-à-dire en somme du désir. La jouissance est phallique. Mais alors existe-t-il un au-delà du phallus? Un au-delà, traduisons, de la fonction phallique. Selon Lacan, ce n'est pas le cas pour les hommes dans leur généralité, ni dans leur nombre, c'est-à-dire pour ce qu'il en est de la position tenue côté homme. Y a-t-il un espoir du côté de la position tenue par la junte féminine? Oui, répond Lacan, mais pas pour toutes. À quoi s'ajoute que quelques hommes, parfois, peuvent rejoindre celle-ci, celle qui supplémente le rapport à l'autre d'une jouissance autre, grand A, d'une jouissance autre en adoptant, en faisant le choix, dit-il aussi dans ces termes,
le choix de cette position du patou phallique. Jouissance patoute phallique. Lacan le dit ainsi à sa manière. Le populaire, moi j'en connais. Ils ne sont pas forcément ici, mais j'en connais pas mal. Le populaire appelle la femme la bourgeoise. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui l'est à la botte, pas elle. Le phallus, son homme, comme elle dit, depuis Rabelais, on sait que ce n'avait pas indifférent. Seulement, toute la question est là. Elle a divers modes de l'aborder, ce phallus, et de se le garder. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle n'y est pas du tout. Elle y est pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus. Ça, c'est de séminaire encore, 20 février 73. Quelque chose en plus. Elle y est à plein, donc je reprends ça, mais il y a quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, ce quelque chose de supplémentaire, nous le désignons ici de ce qui fait signe pour nous du gîte du féminin. Est-ce que le féminin, ce serait alors quelque chose à repérer, par exemple, du côté de la mère pour une femme? Eh bien, pas du tout. La mère, pour une femme, dans la tentative de rapport sexuel, un rapport sexuel c'est toujours une tentative, qui rate bien entendu, c'est même pour cela qu'on recommence, comme si on n'avait pas compris, pas admis ce ratage de l'objet qui est visé. La mère, c'est ce pourquoi elle est prise par son ou sa partenaire, avec des guillemets pour marquer ici l'équivoque signifiant que tout le monde entend bien, prise. Du côté femme, Lacan dit, c'est bien le discours analytique de mettre en jeu ceci, que la femme ne sera jamais prise que quod matrem, en tant que la mère. La femme n'entre en fonction de leur rapport sexuel, dit Lacan, qu'en tant que la mère. Car telle n'est pas sa jouissance spécifique de femme que de jouir d'être prise phalliquement en tant que la mère, puisqu'elle n'est pas toute de ce côté-là, ce côté phallique partagé avec l'homme. Lacan dit c'est une suppléance de ce pas tout sur quoi repose la jouissance de la femme. À cette jouissance qu'elle n'est pas toute, c'est-à-dire qu'il a fait quelque part absente d'elle-même, absente en tant que sujet, elle trouvera le bouchon de ce petit tas que sera son enfant. En effet, une mère, vue de l'enfance, qu'est-ce? Sinon la chose qui a des formes, une chose qui en impose par ses formes, en quelque sorte comme autant d'objets petits tas, toujours susceptibles de vous sauter comme ça au visage. Du côté homme, il dit, l'homme n'est qu'un signifiant, parce que là où il entre en jeu comme signifiant, il n'y entre que quod castrationem, c'est-à-dire en tant qu'il a rapport avec la jouissance phallique, donc la castration. L'un est dans la jouissance phallique, quasi exclusivement, l'autre pas, ou plus exactement, pas seulement, sauf dans le cas du bouchon, dans le cas où l'enfant va risquer de venir faire bouchon, rabattre pour elle la jouissance en tant que mère, laquelle en lui prouve son phallus, l'enfant, la mère pour l'enfant pour la mère. Il y a ici un réel risque d'exclusion de la question femme, c'est-à-dire en somme du féminin. Pour cette femme réduite, bien que jouissante, à cette mère pourvue d'un enfant phallus. Comblée, comme l'on dit, d'un trou que l'on vient de boucher. Car la question d'être femme et la question d'être mère sont deux questions qui ne se rencontrent pas ou très peu. Elles s'excluent plutôt l'une l'autre. Lacan, d'ailleurs, le 8 mai 73, là où il y a, au moment du tableau, dit il y a un trou et ce trou s'appelle l'autre, grand A. Du moins est-ce ainsi que j'ai cru pouvoir le dénommer. L'autre, grand A, en tant que lieu où la parole d'être déposée, vous ferez attention aux résonances, fonde la vérité.
et avec elle le pacte qui supplée à l'inexistence du rapport sexuel, en tant qu'il serait pensable, autrement dit, et que le discours ne serait pas réduit à ne partir, si vous vous souvenez du titre d'un de mes séminaires, que du semblant. Il dit ça donc le 8 mai 73, mais le titre du séminaire fait la référence au séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant de 70-71, donc 2 ans avant. Si ce trou s'appelle l'autre, grand A, c'est en plus parce qu'il est troué, car barré cet autre, ce qui se note dans l'algèbre lacanienne, grand A barré. Et donc immédiatement se ramène à S de grand A barré, puisque c'est par le signifiant que l'humain a rapport au monde. Pense, entre guillemets, pense le monde. On pense le monde à travers le signifiant. L'autre grand A n'est pas plein, sauf pour y mettre à cette place Dieu, spécialement dans les religions du livre, donc dans les religions monothéistes. Mais même Dieu, ici comme ailleurs, n'a jamais répondu s'il était d'accord. Qu'est-ce qui nous intéresse spécialement dans toute cette histoire, dans toute cette avancée lacanienne concernant la position du sexe, la position de sexe, située par lui dans le langage, dans son rapport à notre question sur le féminin. Ce qui nous intéresse, c'est la différence des jouissances qui introduit Lacan. En fonction de quoi? En fonction de ce que le psychanalyste, Lacan le premier, recueille sur le divan, et non pas de ce que nous dit depuis des siècles la pensée spéculative, c'est-à-dire la philosophie, et non pas ce que cherche à nous imposer l'étude expérimentale normalisante des comportements sexuels à prétention scientifique qu'on appelle communément la sexologie. J'ai emprunté à Lacan cette pensée qu'il énonce ainsi. Il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses, qu'est la nature des mots. Pensée, je le signale au passage, déjà avant moi bien sûr, reprise à la lettre par René Major dans son texte liminaire à l'édition de Les désirs et le féminin de Vladimir Granov et François Perrier, paru une première fois dans le volume 7 de la revue La Psychanalyse. C'est parce qu'il ajoute, quelques secondes après cet énoncé, il ne reste pas moins que s'il est exclu par la nature des choses, c'est justement de ceci que d'être pas toute, elle a, par rapport à ce que je désigne de jouissance, la fonction phallique, une jouissance supplémentaire. Et Lacan ajoute, vous remarquez que j'ai dit supplémentaire, si j'avais dit complémentaire, où en serions-nous? On retomberait dans le tout. Il ajoute encore, les femmes s'en tiennent, aucune s'en tient d'être pas toutes, à la jouissance dont il s'agit, et, mon Dieu, d'une façon générale, on aurait bien tort de ne pas voir que, contrairement à ce qui se dit, c'est quand même elle qui possède les hommes. Confère la bourgeoise et son homme, sweet home de tout à l'heure. S'ajoute à cela la question de l'amour. La psychanalyse ne parle que de cela, parce qu'il n'y a que cela de sérieux, prétend Lacan, dont l'image ne tient qu'à cette histoire d'objet petit a. Et s'il y a un corps, il y a aussi l'habit. Il y faut même l'habit. Voyez les camps naturistes. Il n'y a rien de moins désirable que ces corps en masse anonyme, parfaitement dénudés. Ça n'est faut aucun effet à personne et c'est bien fait pour cela, neutraliser tout désir, tout en relançant le fantasme inconscient. Aucun effet? Pas sûr. Voir ses enfants, voyeurs sans l'avoir voulu, devenus adultes, ce qu'ils racontent sur les divans, comme en témoigne une abondante littérature psychanalytique, par la suite et les conséquences inconscientes pour la naissance et l'épanouissement de leur sexualité. Lacan dit, autrement dit, ce qu'il y a sous l'habit et que nous appelons le corps, ce n'est peut-être que ce reste que j'appelle l'objet petit a.
Ce qui fait tenir l'image, c'est un reste. L'analyse démontre que l'amour, dans son essence, est narcissique, dit Lacan, hein, et dénonce que la substance du prétendu objectal, baratin, dit Lacan, est en fait ce qui, dans le désir, est reste, à savoir sa cause, et le soutien de son insatisfaction, voire de son impossibilité. Il ajoute encore, l'amour est impuissant, quoiqu'il soit réciproque, parce qu'il ignore qu'il n'est que le désir d'être un, avec un grand U, un. Ce qui nous conduit à l'impossible est d'établir la relation deux, d'EX. La relation de qui? Deux sexes, dit-il. Voilà. C'est en 72, ça. Oui. C'était le 21 novembre, du séminaire encore. Et Lacan de poursuivre dans cette veine. Je cite encore, assurément, ce qui apparaît sur les corps, sous ces formes énigmatiques que sont les caractères sexuels, qui ne sont que secondaires, fait l'être sexué. Sans doute. Mais l'être, c'est la jouissance du corps comme tel, c'est-à-dire comme asexué, puisque ce qu'on appelle la jouissance sexuelle est marqué, dominé par l'impossibilité d'établir comme tel nulle part dans l'énonçable ce seul un qui nous intéresse, l'un de la relation rapport sexuel. C'est que le discours analytique démontre, oui, c'est ce que le discours analytique démontre, en ceci que pour un de ces êtres comme sexué, pour l'homme en tant qu'il est pourvu de l'organe dit phallique, j'ai dit phallique, le sexe corporel, le sexe de la femme, j'ai dit de la femme, alors que justement il n'y a pas la femme n'est pas toute, le sexe de la femme ne lui dit rien, si ce n'est par l'intermédiaire de la jouissance du corps. Il ajoute, le discours analytique démontre, permettez-moi de le dire sous cette forme, que le phallus, c'est l'objection de conscience faite par un des deux êtres sexués au service à rendre à l'autre. Et qu'on ne me parle pas des caractères sexuels secondaires de la femme, parce que jusqu'à nouvel ordre, ce sont ceux de la mère qui priment chez elle. Rien ne distingue la femme comme être sexué, sinon justement le sexe. Que tout tourne autour de la jouissance phallique, c'est précisément ce dont l'expérience analytique témoigne, et témoigne en ceci que la femme se définit d'une position que j'ai pointée du patou à l'endroit de la jouissance phallique. Je vais un peu plus loin, dit Lacan. La jouissance phallique est l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas, dirais-je, à jouir du corps de la femme, précisément parce que ce dont il jouit, c'est de la jouissance de l'organe. Fin de citation. Vous entendez bien, l'homme, cet être sexué pourvu de l'organe dit phallique, ne jouit que de cet organe, son phallus. Il jouit comme un handicapé de son phallus. Il est le lieu d'une jouissance exclusivement phallique. Il n'a pas de rapport à l'autre, grand A, au corps de l'autre, grand A, au corps de la femme, au corps de cette femme en l'occurrence, et pourquoi pas le dire au corps troué de cet autre dans le corps présent, homme ou femme, en position de femme, qu'il incarne à cet instant fatidique. Il ne jouit pas d'un corps autre, grand A. Il jouit de son organe à lui. Il jouit phalliquement. Du corps de l'autre, grand A, il en est séparé à jamais. Même en cet instant de l'étreinte où tout portera à croire le contraire. Il faut savoir que ce cas de figure exclut toute possibilité, toute approche ici à cet instant de la question du féminin. Le féminin, c'est ce qui, pour l'homme, à ce moment, est une question éjectée de la situation d'angoisse où cette question le laissait quelques minutes auparavant. La jouissance phallique d'un homme, je dirais, c'est ce qui annule, voire anéantit, forclos même, pourrait-on dire, à cet instant, la question du féminin. La jouissance phallique d'un homme, c'est la réponse qui écrase toute question possible du féminin. Lacan résume
parfaitement la situation de la jouissance en tant que sexuelle ainsi. Il dit, d'un côté, la jouissance est marquée par ce trou qui ne lui laisse pas d'autre voie que celle de la jouissance phallique. De l'autre côté, quelque chose peut-il s'atteindre qui nous dirait comment ce qui jusqu'ici n'est que faille, béance dans la jouissance serait réalisé. Puisque, ajoute-t-il, je cite, dans la jouissance des corps, la jouissance sexuelle est ce privilège d'être spécifiée par une impasse. On le sait, il n'y a qu'une libido, selon Freud, et selon toute la psychanalyse de Freud à Lacan compris. Et elle est masculine. L'homme, cet être pourvu de l'organe dit phallique, y est à plein dans cette libido qui ne débouche pour lui que sur une jouissance phallique. L'homme est ainsi l'un, avec à écrire avec un grand U, l'un, mais qui est alors l'autre, grand A? C'est la femme qui s'y trouve placée, et toute femme en position d'autre, grand A, l'est aussi. Mais tout autre le devient encore s'il accepte ce choix de résider dans le pas tout. Puisque l'autre, grand A, est un lieu, avant toute chose, avant toute incarnation localisée. Il y a un lieu de l'autre, il y a un lieu de l'autre. Et là, il s'agit d'un sexe comme autre, grand A, comme autre absolu. L'autre est barré, comme on le sait, grand A barré, mais le sexe dont on parle l'est aussi. Il est une faille, il est faille. Cette faille, le trou. Et comme le fait remarquer Lacan, armé de la théorie des ensembles, il n'y a rien de plus compact qu'une faille. Et ajoute-t-il, je cite, s'il est bien clair que l'intersection de tout ce qui s'y ferme étant admise comme existante sur un nombre infini d'ensembles, il en résulte que l'intersection implique un nombre infini. C'est la définition même de la compacité, dit-il. Mais une faille, est-ce que ça jouit? En tout état de cause, la jouissance, dit-il, en tant que sexuelle est phallique, c'est-à-dire qu'elle ne se rapporte pas à l'autre grand A comme tel. Il y a donc, fin de citation, il n'y a donc pas de rapport sexuel, car l'autre grand A est un lieu qui ne s'instaure pas comme un espace homogène, montre topologiquement Lacan. Et l'espace de la jouissance sexuelle se démontre être un espace compact, borné, fermé, recouvrable cependant par des espaces ouverts, des ensembles comptables un par un. Cet espace devient alors traitable, parce que fini. Lacan le dit ainsi. Qu'est-ce qu'implique en tout cas la finitude démontrable des espaces ouverts capables de recouvrir l'espace borné, fermé, à l'occasion de la jouissance sexuelle? Réponse, que les 10 espaces peuvent être pris un par un, et puisqu'il s'agit de l'autre côté, mettons-les au féminin, une par une. C'est bien cela qui se produit dans l'espace de la jouissance sexuelle, qui de ce fait s'avère compact. L'être sexué des femmes, pas toutes, ne passe pas par le corps, mais par ce qui résulte d'une exigence logique dans la parole. En effet, la logique, la cohérence inscrit dans le fait qu'existe le langage et qui est hors des corps qui en sont agités, bref, l'autre grand A qui s'incarne, si l'on peut dire, comme être sexué, exige cette une par une. Et c'est bien l'aile étrange, dit-il, le fascinant, c'est le cas de le dire. Fascinus en latin, c'est le sexe masculin érigé. Hein. Fascinus, c'est bien l'étrange, le fascinant, il ajoute, c'est le cas de le dire, cette exigence de l'un, grand U, comme déjà étrangement le Parménide pouvait nous le faire prévoir. C'est de l'autre qu'elle sorte. Cette exigence de l'un sort de l'autre. Là où est l'être, c'est l'exigence de l'infinitude. Alors, CF confère le primum inter pares des êtres, l'être suprême, c'est-à-dire la divinité, Dieu, si vous voulez. Puis Lacan va illustrer tout de suite cette finitude de cet espace de la jouissance sexuelle, grâce à son recouvrement par des espaces ouverts, laquelle jouissance est devenue de ce fait comptable. Il dit
On sait assez combien les analystes se sont amusés autour de Don Juan, dont ils ont tout fait, y compris ce qui est un comble, un homosexuel. Mais centrez-le sur ce que je viens de vous imaginer. Cet espace de la jouissance sexuelle recouvert par des ensembles ouverts qui constituent une finitude et que finalement on compte. Ne voyez-vous pas que l'essentiel dans le mythe féminin de Don Juan, c'est qu'il les a une par une? Voilà ce qu'est l'autre sexe, ajoute Lacan, le sexe masculin pour les femmes. En cela, l'image de Don Juan est capitale. Des femmes, à partir du moment où il y a les noms, on peut en faire une liste et les compter. S'il y en a 1000 lettrés, c'est bien qu'on peut les prendre une par une, ce qui est l'essentiel. Et c'est toute autre chose que l'un grand U de la fusion universelle. Si la femme n'était pas toute, si dans son corps elle n'était pas toute comme être sexué, de tout cela, rien ne tiendrait. Alors là, où en sommes-nous? À une suite de formules lacaniennes qui dressent le cadre au sein duquel nous faisons évoluer notre question dite du féminin, donc du pas tout phallique. 1. Premièrement, je cite encore, le discours analytique ne se soutient que de l'énoncé qu'il n'y a pas, qu'il est impossible de poser le rapport sexuel, dit Lacan. C'est en cela que tient l'avancée du discours analytique, et c'est de par là qu'il détermine ce qu'il en est réellement du statut de tous les autres discours. 2. Je cite encore, si nous nous supportons maintenant des inscriptions de ce tableau, c'est les tableaux de la sexuation, page 73 du séminaire encore, si nous nous supportons maintenant des inscriptions de ce tableau, il s'agit du tableau des compteurs de la sexuation, il se révèle assurément que c'est à la place opaque de la jouissance de l'autre grand A, de cet autre grand A, en tant que pourrait l'être, si elle existait, la femme, qu'est situé cet être suprême, mythique, manifestement chez Aristote, cette sphère immobile d'où procèdent tous les mouvements, quels qu'ils soient, changement, génération, mouvement, translation, augmentation, etc. C'est en tant que sa jouissance est radicalement autre, grand A, que la femme a davantage rapport à Dieu que tout ce qui a pu se dire dans la spéculation antique en suivant la voie de ce qui ne s'articule manifestement que comme le bien de l'homme. La fin de notre enseignement, pour autant qu'il poursuit ce qui se peut dire et s'énoncer du discours analytique, est de dissocier le petit a et le grand A en réduisant le premier à ce qui est de l'imaginaire et l'autre à ce qui est du symbolique. Que le symbolique soit le support de ce qui a été fait Dieu, c'est hors de doute. Que l'imaginaire se supporte du reflet du semblable au semblable, c'est ce qui est certain. Et pourtant, on a pu prêter à confusion avec le S de grand barré, en dessous de quoi il s'inscrit au tableau, et cela par le biais de la fonction de l'être. C'est ici qu'une scission, un décollement reste à faire. C'est en ce point que la psychanalyse est autre chose qu'une psychologie, car la psychologie, c'est une scission inaccomplie, sous-entendu entre petit a et grand A. Alors insistons sur le féminin, du féminin, pour finir. Si nous réalisons la psychanalyse, c'est-à-dire si nous accomplissons la déconfusion, je dirais, de petit a avec grand A, nous obtenons ce monde sexuel, étrange, asymétrique, d'un côté l'homme, tout homme, causé dans son désir par l'objet petit a, mais handicapé par son organe phallique, car contraint à ne jouir que phalliquement, ce qui veut dire plaisir d'organe, du corps visé et raté d'un ou d'une autre, grand A, dont il est exclu, ce corps de l'autre, grand A, qu'il ne l'atteigne par ce biais. De l'autre côté, une femme, prise une, par le bout de l'objet petit a qu'elle incarne,
et au nom duquel elle doit condescendre à se laisser investir. Mais quoi de Matrem en tant que la mère? C'est la raison pour laquelle le Nique ta mère des banlieues, il y a quelques années déjà, qui dit une telle vérité a tant fait scandale. En tant que mère, mais jamais en tant que femme. Elle jouit aussi phalliquement, ne l'oublions pas, et généralement même que phalliquement, c'est-à-dire clitoridément, dans le jeu phallique avec l'homme ou tout partenaire, homme ou femme, sauf que pour certaines, pas exclusivement. Existe alors le féminin, car le féminin, ce serait faire un peu de place à un rapport possiblement sexué, s'il existait, dans la différence sexuelle, et non plus exclusivement phallique, c'est-à-dire asexué, c'est-à-dire encore, en d'autres termes, justement, un peu plus de place à sa jouissance que l'on pourrait alors à juste titre appeler féminine, celle qui a rapport à l'autre grand A, à la jouissance du corps de l'autre qui incarne l'autre. Jouissance qu'elle éprouve, mais dont elle ne peut rien dire. Cette jouissance est hors symbolique. Sa jouissance est dans le réel, prise dans le réel du corps dont elle jouit hors langage. Sa jouissance supplémentaire d'au-delà du phallus. Là, seul gît ce que nous dénommons le féminin. Féminin silencieux, muet, indicible, mais bien réel, éprouvé comme réel. Sauf que ce n'est pas par toutes. Pas toutes les femmes atteignent au féminin, à la jouissance féminine. Mais pas tous les hommes non plus se cantonnent exclusivement dans la jouissance phallique. Les mystiques, par exemple, mais pas seulement. La mystique, dit Lacan, c'est quelque chose de sérieux sur quoi nous renseignent quelques personnes, et le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués comme Saint Jean de la Croix, parce qu'on n'est pas forcé quand on est mâle de se mettre du côté de quel que soit X, fille de X. On peut aussi se mettre du côté du patou. Il y a des hommes à qui cela arrive, et qui du même coup s'en trouvent aussi bien, malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qu'ils encombrent à ce titre. Ils entrevoient, ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C'est ce qu'on appelle des mystiques. C'est une affaire de corps encore. Mais que veut dire alors avoir un corps? Pour finir, le problème avec l'humain, c'est que nous avons affaire à un animal dénaturé. Pas de bonne petite jouissance d'un corps nature, d'un corps bien naturel, un corps animal. Jouir chez l'humain n'est jamais la satisfaction d'un besoin naturel. C'est même pas de l'ordre du besoin, car un besoin chez l'humain n'existe jamais seul, jamais pur. Animal dénaturé, vous dis-je. Tous les besoins de l'être parlant, dit Lacan, sont contaminés par le fait d'être impliqués dans une autre satisfaction, à quoi il peut faire défaut. Une autre satisfaction. L'autre satisfaction dont parle Lacan, c'est la satisfaction qui fait de l'homme, précisément, un animal dénaturé. Celle qui se supporte du langage, de la parole, des dires et des non-dits. On est déjà bien loin de la satisfaction pure et simple d'un supposé besoin de l'organisme, du corps. Qui ne remarque que chez l'homme, il n'existe pas de besoin pur de se nourrir, car le dit besoin est immédiatement subverti par le signifiant. Et c'est de la jouissance de manger qu'il va s'agir quand on va lire le menu. C'est le signifiant qui fait désirer et ainsi saliver à la lecture de l'énoncé des réjouissances culinaires, comme on les appelle. C'est le signifiant qui ouvre l'appétit, car le signifiant transforme sur le champ tout objet du besoin, ou supposait-elle, en objet dévolu au désir, en objet qui a pour fonction de causer le désir, d'en tenir lieu de cause. Prenons la présence du sein nourricier, plainte à gicler du sein maternel. S'il s'absente, le sein, s'il s'absente, s'éloigne, c'est bien alors un vide qu'il cause. Vide, vacuole, vacance,
autour desquels une bouche se met à appeler, crier, pleurer, en somme, demander. Et donc pas de besoin chez l'humain qui ne débouche, langage oblige, sur un désir qui soutient une demande sur fond de frustration. La sexualité humaine est construite sur ce modèle. Pas de besoin sexuel pur. Elle se situe toujours au-delà de toute décharge de l'attention. Elle en appelle à quelque chose d'autre, avoué ou non, de l'ordre de l'amour, à la tendresse, aux mots doux, à l'imaginaire, au jeu. Mange-moi ceci, mange-moi cela. Non, pas réellement, mais dis-le-moi. Fais semblant, bouffe-moi, pour de rire, pour de jouir. La spécificité humaine, c'est l'au-delà du besoin, le jouir du dans symbolique. Jouir du dans le symbolique, c'est précisément à quoi pense Lacan dans ce séminaire lorsqu'il s'interroge sur la jouissance d'Aristote, de celle qui lui suppose écrivant son éthique à Nicomaque. Dans son œuvre, Aristote, vous le savez sans doute, n'arrête pas de chercher à circonscrire quelle doit être la façon de se conduire, c'est-à-dire de jouir de l'homme dit du bien dans la cité. Mais Lacan, lui, s'interroge. De quoi Aristote lui-même jouissait-il ou ne jouissait-il pas en écrivant son ouvrage? Il répond, Aristote est préoccupé, obnubilé même par la question de la jouissance de l'être. Aristote, dit Lacan, ne semble pas s'apercevoir que tout à sa préoccupation, il jouit lui-même d'une jouissance qui consiste à parler de la jouissance, précisément, c'est-à-dire à déplacer cette jouissance dans la parole à laquelle il se livre. Cette jouissance aristotélicienne, quelle est-elle? Eh bien, c'est tout simplement, tout rigoureusement, aussi la jouissance de la mise en articulation des signifiants. Et c'est cette jouissance des signifiants, de leur articulation dans la parole, qui fait obstacle à ce qu'Aristote attrape quelque chose de tangible de la jouissance de l'être. Car la parole, souvenez-vous, c'est bien ce qui fait défaut à l'atteinte de l'être. Alors, satisfaire ses besoins, c'est un peu court. C'est tout de suite submergé par la jouissance de la parole, laquelle, par l'être oblige, est ce qui fait obstacle à la jouissance de l'être. C'est ce que montre Lacan avec Aristote. Le signifiant rate l'être parce qu'il rate le signifiant, le signifié, en tant que celui-ci ne s'équivaut jamais au référent. Le signifiant arbre a bien, si je le prononce, un effet de signifiant, le signifié arbre, en quelque sorte l'image, la représentation de l'objet. Le référent arbre, mais quelque chose entre le signifié et le référent est raté. Le signifié est toujours en deçà de l'être du référent arbre. La représentation de l'arbre ne saurait être l'arbre lui-même. Le ratage, c'est ce qui fait entre le sujet et l'autre, entre l'un grand U et l'autre grand A, entre l'homme et la femme, entre le sujet et l'objet, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Il n'y a pas d'abord de la réalité chez l'homme qui ne passe par la parole. Il n'y a pas moyen de jouir du monde hors parole pour le par-l'être. Il y a donc toujours ratage du rapport direct de l'humain à son monde. Le langage y obvie. Et la jouissance de la parole, seul moyen que je le répète pour aborder la réalité, est en même temps ce qui fait obstacle à ce qu'il y ait du rapport. Et comme le monde humain est sexuel, obstacle à ce qu'il y ait du rapport sexuel. On jouit de la parole, mais cette jouissance est précisément celle qui qui nous empêche, pauvres parlettes que nous sommes et restons, d'accéder à la jouissance sexuelle. Car le mur de la parole fait obstacle au sexe, à la jouissance du sexe en tant que tel. Merci de m'avoir supporté jusque-là. Qu'est-ce qu'on est mal foutus, les humains. Qu'est-ce qu'on est mal foutus.
On verra à la quatrième conférence qui est terminale, on verra comment reprendre ça et réarticuler ces trois larrons, amour, désir, jouissance. Vous l'avez bien vu au fil de ces trois. L'amour, si on met l'accent sur l'amour, tout amour, ça ne marche pas. C'est insuffisant ou ça ne marche pas. Tout l'accent sur le désir, ça ne marche pas mieux. Tout l'accent sur la jouissance, c'est pareil. Comment ça peut s'articuler? Ce sera l'objet de la quatrième séance. Alors, ces développements de la jouissance ne sont pas chez Freud, hein. C'est pour ça qu'il voulait peut-être appeler le champ de la jouissance le champ lacanien. Il l'avait proposé, il l'a dit comme ça, mais bon, il l'a redit plusieurs fois, je me souviens d'ailleurs. Il l'a redit plusieurs fois, mais je ne sais pas, il n'y avait pas une conviction, il n'a pas imposé. Voilà, il n'a pas dit le champ, la jouissance, c'est le champ lacanien. Il n'a pas imposé. Il attendait peut-être que ses élèves l'imposent, mais il n'a pas imposé. Ceci pour marquer que c'était différent de Freud. Les forums du champ lacanien, ce sont les élèves qui justement ont voulu fixer ça, non? Que les forums, Alors, l'école, là, enfin, je sais pas si on dit une école, mais les forums du champ lacanien. oui. Donc, ce sont des élèves qui ont posé ce champ, quoi. Non, non, c'est pas eux, c'est pas eux plus que l'école lacanienne du psychanalyse, c'est pas eux plus que l'école de la côte, c'est les lacaniens. Ça, c'est un bout des lacaniens. Les forums, l'école des forums du champ lacanien, c'est un bout des lacaniens, dissidents des lacaniens, mais c'est un groupe de lacaniens. Oui, oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis en avant la question du champ lacanien dans le nom, quoi. Oui, Oui. oui, oui, l'expression champ lacanien. Oui, oui, il n'y a que quand. Bah, il faut, vous savez, tous les noms sont à peu près pris, hein. Quand on crée un groupe, il faut trouver à saisir des signifiants de Lacan. Mm, Il restait celui-là, champ lacanien, ça n'avait pas été pris. École mm, avait déjà été pris plusieurs fois, mais champ lacanien, non. mm. Mais bon, le désir, ça a été développé. Même Lacan parle moins du désir à la fin de son œuvre. Il a beaucoup parlé de l'amour tout le temps. Le désir, il y a un moment très fort, le séminaire sur le désir, et puis il en parle, puis à un moment, ça disparaît presque le désir. Quand arrive justement l'objet petit a, la jouissance ne remplace pas le désir, mais va submerger le désir. Mais à la fin, le désir revient quand même. Le désir. Vous savez qu'il avait un grand contradicteur qui était quand même le philosophe dont j'ai parlé l'autre jour, Deleuze, hein. Et puis l'autre, là, il parlait plus du plaisir que du désir. Effectivement, le plaisir sous la plume dans la bouche de Lacan était dégommé par la question du désir. Mais alors, les philosophes, Michel Foucault, d'autres philosophes aussi ont ramené la question du désir. Foucault dit le désir, pas, il dit le désir, il dit le plaisir et pas le désir. Voilà. Donc il y a eu cette bagarre à un certain moment entre désir côté Lacan et plaisir du côté Foucault. Puis après, tout ça, c'est métabolisé. Voilà. Mais le plaisir, c'est pas la jouissance. La jouissance, c'est autre chose. Avec toujours cette notion de douleur, mais en tous les cas, douleur, mais d'excès en tous les cas, de forçage. La jouissance force le plaisir. Dans les trucs pornographiques dont on parlait l'autre jour, il ne s'agit pas de plaisir, il s'agit bien de Dans jouissance. le sens, hein, ça, c'est Ouais. clair.
C'est ça qui est mis en avant. C'est ça qui fait jouir. C'est ça qui déclenche la jouissance. Le plaisir de l'autre, ça déclenche moins la jouissance. La jouissance, oui, qui est exposée avec un qui jouit qui est toujours l'homme et une femme qui est dans la souffrance, ça multiplie le déclenchement de la jouissance parce qu'il y a de la souffrance. Ben, je vous ai fait taire, hein, je suis désolé, j'ai trop parlé, c'est sûr, mais il y a tellement de choses à Ben, dire. Trop longtemps. c'est ce qu'on peut dire. Oui, À un moment donné, euh, à un moment donné, vous parlez d'éthique, jouissance spécifique du sujet dont le désir est corrélé à la loi. Oui, mais c'est vrai que à la fin de séminaire, alors c'est peut-être le même, le séminaire de l'éthique, ou celui du transfert plutôt, je crois que Lacan parle à un moment donné de désir qui est justement au-delà de la loi, où seulement il peut vivre. Je me souviens de ça, mais faudrait oui, le oui. vérifier. Ah, Mais je crois que c'est après, euh, tout dépend aussi du moment où il a écrit. Parce que parfois, Lacan, euh, la il amène jouissance, une idée, mais après, il y revient dessus. Et il c'est dit, l'amour qui permet à la jouissance de condescendre au désir, quelque chose comme ça, la phrase. oh, c'est pas la même. Euh, oui, comme la jouissance, connaissance, désir, mais c'est pas ce que je veux dire parce que Pas ce que c'est vous pas voulez dire. Oui, dans le même séminaire. oui. Mais il faudrait que je le recherche. Je crois que c'est dans celui du transfert, mais j'en suis pas sûre. Bon, en tout cas, c'est assez justement un peu mystérieux, questionnant. Mais je sais qu'il parle de désir qui est euh, au-delà de la loi. Mais bon, il faudrait que je regarde mieux. C'est à la fin, c'est à la fin de séminaire, Je je sais, oui, sais. oui, oui. Bon, Mais enfin, c'est peut-être le transfert, en effet. Oui. ouais, peut-être c'est le transfert. Ouais. Mm. Euh, En tout cas, moi, cette question de la jouissance, ça me fait penser à Lacan qui est psychiatre et qui part de la psychose. Et je me dis que c'est peut-être aussi en tant que psychiatre qui part de la psychose qu'il a développé la jouissance par rapport à Freud. Je ne pense pas. Non, mais dans le sens où la jouissance, pour penser la psychose, c'est l'impression que ça me donne, quoi, que c'est quand même vraiment, je sais pas comment dire, mais ça fait beaucoup penser à la oui, psychose, quoi, je trouve la question de la jouissance. Oui, ouais, oui, oui. Oui, je vois ce oui, que vous voulez dire. Mais je n'aurais pas dit Lacan comme vous l'avez dit, mais oui, Lacan a un savoir psychiatrique des psychiatres de son époque, hein, et très cultivé, mais il ne s'en sert pas vraiment. Il peut dire, voilà, en psychiatrie, ceci, ceci, cela, mais quand il aborde un sujet, c'est tout de suite comme analyste qu'il l'aborde. Mais ce que vous Oui, dites, ce que je veux dire, voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme analyste, hein, mais comme analyste qui s'intéresse particulièrement à la psychose, ah parce que oui, oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je me dis que peut-être que il a développé plus la psychose, la jouissance que Freud, qui était moins au contact de psychotique, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, pour penser la psychose, oui, la oui. jouissance, ça me paraît vraiment oui, quelque chose de tellement central. moi, du Oui, côté de l'excès. Ouais, de l'excès, de la souffrance, oui, ouais, de l'excès en permanence, ouais, de ce qui dépasse tout le temps, ouais. Mais la jouissance dans la perversion aussi beaucoup. Dans la perversion, c'est que ça, hein, c'est que jouissance. Est-ce qu'il y a du désir dans la perversion, ça? Enfin, du désir tel que on parle Lacan. C'est beaucoup de jouissance, justement. dans la fameuse
phrase là dont vous parliez, c'est la signification d'un amour sans limite. C'est En Madame fait, Oui, Serkin, c'est ça, ça. c'est ça. c'est pas l'amour, c'est pas le Ah désir, oui, c'est pas le c'est désir, c'est pas le désir, oui, c'est la vrai. signification d'un amour sans limite qui est hors des limites de la loi ou seul Oui, c'est pour ça. une Oui, projet. oui. Mais Oui, ça c'est ne vrai, c'est concerne vrai. l'amour, ni la jouissance, ni le Non, désir. ça ne concerne Cette pas phrase, la jouissance, mais euh, ouais, un amour sans limite. bon, Enfin, moi, je ça, l'entends c'est- proche du désir, mais enfin, après, je ne sais pas, hein. Oui, c'est ça. Un amour sans limite. Il y a une question de Delphine dont le micro ne fonctionne pas et qui pose la question de savoir enfin, voilà, si la jouissance est du côté de la pulsion de mort, est-ce qu'on peut dire que le Mhm. désir est du côté de la pulsion de vie? Ah oui, oui, bah oui, Oui, ah oui, oui, oui. En gros, oui, ah oui. oui, Le désir vise toujours à récupérer l'objet qui manque, qui n'atteint jamais, bien sûr. oui, oui. Et donc, parce qu'avec ce fantasme, l'objet récupéré, on serait une vie complète, quoi, on peut dire. Oui, c'est du côté de la vie, le désir, bien sûr, c'est du côté de la vie. Bah oui. Et les gens qui ne désirent pas ou refusent de désirer, ils se coupent de la vie. Ils sont d'ailleurs assez tristes. Oui, c'est assez tordu, enfin, c'est assez travaillé. Oui, oui, c'est se couper de la vie. Oui, le désir, c'est du côté de la vie. Et la Mm. jouissance, ça confine à la mort, en tous les cas. Ça confine à la mort. On voit bien dans la perversion, on voit Oui, bien dans la oui, pornographie, on voit bien dans les exactions et tout ça, on voit bien que la mort est tout dans de le- suite là. Une présence de la mort qui est cultivée, ou la jouissance sexuelle jusqu'à la mort. Dans le film japonais, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Delphine Morel, pas Eudes. Comment? Mm, Ouais. mm, mm. Oui, la jouissance du côté de la mort, c'est évident. Et le désir, bah oui, du côté de la vie, oui. Oui, avec une gradation quand même dans la jouissance, parce qu'il dit que ça part de la chatouille jusqu'à la flambée à l'essence. Il y a ça part différentes de la formes. château À la jusqu'à flambée. Jusqu'à la flambée à l'essence, en fait. oui, à Donc, la flamme de l'essence. non. Pour la jouissance. Oui, 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 oui. Donc, oui, il y a une bien sûr, espèce oui, de oui. gradation. Il y a des Oui, petites jouissances et des jouissances où là, effectivement, c'est la pulsion de mort en action, quoi. oui, oui, Mm, mm. la chatouille jusqu'à faire flamber le corps de l'autre, bien sûr. Oui. Ouais. Enflammer, mais flamber, faire flamber, oui. Oui, oui. C'est extrêmement violent. Mm. Oui. Moi, je pensais à la phrase où il y a le verbe, il emploie le verbe pour la jouissance de condescendre. Il y a le verbe, il y a Ouais. Oui, oui, la condescendant. jouissance, il y a le mot des Mm, désirs, le mot de l'amour. mm. Et Seul l'amour permet à la jouissance de Là, condescendre c'est au désir. condescendant. C'est c'est ça, voilà, extraordinaire c'est comme ça que je phrase. Ouais, citais, oui. ouais. C'est extraordinaire. Mais Mm. ce n'était pas la phrase que voulait citer Madame Svetlosavski. Non, non. Hein. Mm, mm. Oui, Il y ça en a c'est la... compliqué, des phrases tordues pour arriver à faire tenir quelque chose, pour faire passer quelque chose. Vous parliez d'articulation entre les trois amour, désir, jouissance. C'est vrai que cette phrase-là, elle Oui. résume, Mm, on a mm, toute l'articulation dans cette phrase-là, en fait. Oui, mm. Seul C'est l'amour vrai. permet à la jouissance de condescendre au désir, c'est-à-dire on Mm. ramène la jouissance à quelque chose j'allais dire d'acceptable, en tout cas qui relève de la pulsion de vie et du nécessaire, en intégrant Oui, l'amour comme vecteur, comme moyen. C'est ouais, magnifique. oui. Et c'est aussi une des définitions de la sublimation, finalement. oui, en tous les cas qui y mène, oui. C'est donc d'avoir réussi à articuler tout ça en une phrase, je trouve ça Ouais. absolument extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles phrases Mm, lacaniennes, en tout cas mm. pour moi. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Mm. Et vous avez la référence, là je l'ai perdu, mais c'est dans le transfert, je pense, à la Dans fin. le Ouais, transfert, je pense. absolument, je C'est dans crois. le... Ouais, je crois que c'est dans le Vous nous la transfert. retrouverez d'ici la prochaine fois. Mais Non, moi, moi-même, je la cite dans la dernière, la dernière séance, Ah bah peut-être. oui, oui. c'est vrai que ça me fait penser La à, flamme du cœur. à propos du transfert, on peut effectivement dans cette phrase remplacer amour par transfert.
Ben oui, c'est l'amour de transfert, oui. Mm. Bien sûr, c'est l'amour de transfert. C'est le travail d'une analyse, ça, ouais, aussi. Oui, Ouais. c'est L'amour ça. de transfert permet à la jouissance du symptôme Mm. de condescendre Oui, au désir, en fait. oui, Mm. oui, La tout à fait. jouissance du symptôme est... Oui. Mm. On va prendre la phrase, Éclairant. parce que là, on s'en mêle les pinceaux un tout petit peu. Non. Ça joue effectivement sur ces termes, hein. Donc, jouissance, bien sûr, désir, amour. Il y a encore un quatrième thème, non? Terme? C'est ce condescendre qui est important. Condescendre. Condescendre. Ce Et verbe, condescendre, c'est quand même, on a quand même Mm. condescendre, c'est pas n'importe quel verbe. Ah non, ah non. On supplie quelqu'un de condescendre, hein. Voilà. Ça ramène à quelque chose pas Ouais. d'inférieur, mais en deçà. Voilà. Les Mhm. Européens condescendent, Mhm. supplient Poutine de condescendre à Ouais. la paix. Condescendre. C'est-à-dire qu'on s'aplatit un peu comme dans ce cas-là, hein. Un peu comme une immonde, on est à genoux, je vous en supplie, condescendez. Ben, c'est-à-dire abandonner la jouissance destructrice, quoi. Voilà. Abandonner la jouissance de la puissance, de la toute-puissance surtout, la toute-puissance. Aussi, aussi, Ouais. oui. Pour redevenir désirant, donc manquant. Ben oui, Et ben oui. voilà. Mhm. On est parfaitement d'accord. Mais vous voyez, on se parle, on arrive Ah oui. un peu à semer, mais quand vous vous réveillez, après, on se réveille, on arrive à trouver ces mots. Bon, il va être quand même 47 là. On va peut-être faire. Il y a peut-être une question ou deux, puis on va s'arrêter parce que je ne veux pas qu'on déborde de trop. Je vous ai promis 20h30, 21h30, il est 21h47. Ceux qui veulent aller faire autre chose, s'occuper de la famille, d'aller dormir. Eh bien, merci. Au revoir. Merci. Madame Merci. Satine, vous partez, d'accord. Ben oui, puisque c'est fini. Oui, bah, je sais pas, il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc la prochaine séance, c'est le, La prochaine séance est au mois de mai, C'est le au mois 22 de mai. mai. le 22 mai. On Le reprendra 22 tout mai. ça. Je pense qu'elle sera plus légère, la dernière séance en volume, et on pourra parler un peu plus longtemps. On pourra se permettre de parler un peu plus longtemps. Voilà, D'accord. s'il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là. Je vous remercie de m'avoir vraiment Très supporté. bien. Une heure de Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.